Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Actualité, 33e édition de la Journée mondiale de l'eau au Mali. La cérémonie a été mise à profit pour faire le bilan des réalisations en matière d'accès à l'eau potable. Et le Premier ministre a salué les efforts du président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. L'Association pour la défense des victimes de la répression, en ce 22 mars, a commémoré le 34e anniversaire de la disparition des victimes de mars 91. Une gerbe de fleurs a été déposée au carré des martyrs à Nyarela. Et pour faire face aux effets du changement climatique, Mali Météo vient d'être doté d'un centre de calcul et d'une centrale solaire. Sortie de la 3e promotion des officiers stagiaires du cours des futurs commandants d'unité CFQ pendant 5 mois, 96 officiers ont bénéficié de modules pour faire face à l'insécurité au Mali. Voici le sommaire de cette édition. Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Et nous nous rendons au CICB pour parler de la célébration de la 33e édition de la Journée mondiale de l'eau. Une cérémonie mise à profit pour faire le bilan des réalisations faites dans le cadre de l'accès à l'eau potable. Occasion pour le Premier ministre de saluer les efforts consentis par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour ses œuvres sociales. Le point avec Mamari Koné et Aliou Touré. L'eau est source de vie, ce qui explique la forte mobilisation autour des activités de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. L'édition 2025 se tient dans un contexte marqué par l'aggravation des effets du changement climatique, la croissance démographique et l'augmentation des conflits liés à l'eau. Dans notre pays, force est de reconnaître l'accès à l'eau est reconnu comme un droit fondamental dans la Constitution de juillet 2023. Cependant, des défis restent énormes quant à l'atteinte de l'ODD 2030. C'est pourquoi la société civile estime qu'une bonne gestion de l'eau promeut le progrès économique et social. À l'inverse, une mauvaise gestion de l'eau entrave le développement et cause la souffrance des populations. Le développement de notre pays serait le résultat d'investissements significatifs en termes d'infrastructures hydrauliques, d'institutions efficaces en charge des questions d'eau et de bonne gestion des ressources en eau. Cette journée est une invitation à la réflexion sur le rôle de chaque partie prenante dans la protection de l'environnement. Malgré les efforts faits par l'État et ses partenaires, le chemin reste encore long. Pour ce faire, les partenaires techniques et financiers sont préparés à accompagner le gouvernement du Mali afin d'accélérer les changements en matière d'accès à des services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement au Mali pour le bénéfice des populations. Le thème retenu cette année, protection des glaciers, vise à attirer l'attention des acteurs de l'eau sur l'importance cruciale des glaciers dans la régulation du climat et leur influence sur le cycle de l'eau. Il nous faut comprendre que les glaciers constituent une réserve essentielle d'eau douce à l'échelle mondiale et concentrent près de 70% de l'eau de la planète. Sous forme solide,
Les glaciers sont d'une importance capitale pour le maintien de la vie sur Terre. Leur fonte rapide affecte gravement le cycle global de l'eau, réduit la réserve d'eau douce et déclenche une série de problèmes sociaux environnementaux. Bien que notre pays ne possède pas de glaciers, mais la fonte accélérée de ceux-ci peut influencer directement notre climat local. Elle peut perturber les systèmes hydrologiques, agricoles et provoquer des inondations. Ces perturbations peuvent ainsi mettre en cause la disponibilité et la gestion de nos ressources en eau. L'innovation cette année, c'est l'organisation d'un concours interuniversitaire en vue d'obtenir des solutions innovantes. La FAST, l'université Bazo et celle de Ségou ont exposé les solutions qu'elles proposent dans le cadre de la célébration de cette journée. Le Premier ministre chef du gouvernement a visité quelques stands d'exposition avant de saluer les acteurs et le président de la transition qui ne cesse d'apporter sa contribution à la quête de l'eau potable pour l'ensemble des Maliens. Le chef de l'État, à travers ses œuvres sociales, matérialisées à travers différentes ses actions, notamment les fourrages, illustre à suffisance comme je dis, son engagement et l'intérêt qu'il porte lui-même à la question de l'eau. Donc je voudrais, en son nom, féliciter le ministre de l'Énergie et de l'eau et l'ensemble de ses collaborateurs. Le thème de cette année, thème consacré à la fonte des glaciers. C'est un thème qui concerne bien entendu notre pays pour la simple raison que la fonte de ces glaciers, malheureusement, entraîne le risque d'inondation, le risque de crue, comme nous l'avons malheureusement expérimenté l'année dernière. Également une occasion pour nous de lancer un appel à nos compatriotes pour que nous investissions plus, pour que nous investissions davantage à protéger nos ressources hydrauliques. On l'a dit, l'eau c'est la vie. Le constat amer qui se dégage et que nous observons malheureusement tous les jours, c'est l'exploitation illégale de l'or à travers le système de drague. Et malheureusement, c'est une situation qui nous attriste et qui préoccupe le chef de l'État lui-même. Je pense que les actions en cours, s'il plaît à Dieu, permettront d'inverser la tendance. Comme j'ai dit, le gouvernement ne peut pas réussir seul cette mission. Nous avons eu l'occasion de voir le savoir-faire de nos étudiants qui méritent d'être encouragés, qui méritent d'être félicités. Je pense que c'est autant de solutions qui permettront, s'il plaît à Dieu, en tout cas de mieux préserver nos ressources en eau. La célébration de cette journée traduit la volonté du gouvernement à renouveler son engagement et à poursuivre les efforts pour une gestion durable des ressources en eau. La finalité, c'est l'atteinte de l'objectif numéro 6 des objectifs de développement durable des Nations Unies. Commémoration du 34e anniversaire de la disparition des victimes de mars 91. À cet effet, l'Association pour la défense des victimes de la répression a initié une marche et un dépôt de gerbes de fleurs au carré des martyrs à Nyarela. Le compte-rendu de Fadema Keita. Le dépôt de gerbes de fleurs après une longue marche partie du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré au monument des martyrs rend un vibrant hommage aux victimes de la répression de mars 1991. Après 34 ans, l'ADVR, Association pour la défense des victimes de la répression, en appelle à plus d'actes patriotiques pour honorer davantage la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour l'avènement de la démocratie au Mali et pour lesquels nous avons une pensée pieuse. Comme un seul homme, nous devrons serrer la ceinture comme notre peuple a toujours su et pu le faire pour vaincre l'ennemi. En 34 ans, il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices, mais pour honorer leur mémoire, il faut que les Maliens soient plus solidaires, qu'on soit plus soudés, qu'on s'écoute les uns et les autres. Le chemin est long, parsemé d'embûches, mais ensemble, nous y arriverons pour donner un avenir meilleur à nos futures générations. Un pays souverain, un et indivisible, et l'opérationnalisation de la fondation du 26 mars, vœux chers aux ayants droit de toutes les victimes, sont entre autres les désirs formulés par l'Association pour la défense des victimes de la répression de mars 1991.
Célébration ce 23 mars de la journée mondiale de la météorologie. Un accent sera mis sur le rôle crucial des services météorologiques et hydrauliques nationaux. Combler les lacunes des synthèses d'alerte précoce est le thème choisi cette année. Pour l'occasion, la ministre des Transports et des Infrastructures a passé un message à la synthèse de ce message avec Aldumatina. La journée météorologique mondiale, célébrée le 23 mars de chaque année, commémore l'entrée en vigueur de la convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale en 1950. La journée symbolise ainsi le rôle essentiel des services météorologiques et hydrologiques à la sécurité et au bien-être de la nation tout entière. Le thème retenu cette année est « Combler les lacunes des systèmes d'alerte précoce ». Ce thème souligne la nécessité de comprendre les conditions météorologiques quotidiennes et les aléas tels que les inondations afin de planifier la variabilité naturelle du climat et les changements climatiques à long terme et d'actionner un système d'alerte efficace. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons combler les lacunes des systèmes d'alerte précoce. Au Mali, grâce au soutien du gouvernement dans le domaine de l'alerte précoce, des résultats appréciables ont été obtenus pendant la saison des pluies 2024, des résultats qui doivent être consolidés. Nous projetons en 2025 l'amélioration de la qualité des données par un accroissement de la couverture des systèmes de surveillance et de renforcement des capacités de modélisation et de prévision en utilisant des données climatiques et géophysiques plus détaillées. Le renforcement de l'infrastructure technologique pour une collecte et une analyse des données plus rapide et précise en temps réel. L'amélioration de l'accessibilité et de l'inclusion aux informations en traduisant, par exemple dans les langues nationales, les alertes, les guides pratiques au SEMI. Rappelons qu'en avril 2025, le Mali abritera le forum des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques pour les pays des zones sahéliennes et soudaniennes, de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Vous l'avez certainement remarqué, ces dernières années, le Mali a enregistré de fortes chaleurs, des inondations, entre autres. Pour prévenir ces effets du changement climatique, les autorités de la transition viennent de doter Mali Météo d'un centre de calcul et de prévision météorologique et d'une centrale solaire, des technologies de dernière génération. Abibatou Koyan-Diakité y était pour ORTM 1. Je déclare officiellement que les centres modernes de calcul et de prévision météorologique ainsi que la centrale solaire Madame Dambélé Madina Sissoko sont mis en service au bénéfice des usagers des services et produits de la météo. De là, sortiront dorénavant des informations météorologiques fiables qui vont permettre d'anticiper et d'atténuer les impacts des phénomènes climatiques extrêmes qui nous affectent et à notre pays d'être élevé au rang des pays du monde de la météo ouvert à l'innovation et au progrès. Cet événement exceptionnel est empreint d'une signification particulière pour moi, et c'est là pour deux raisons majeures. La première est que nous disposons désormais d'une centrale solaire. La seconde, elle est relative à l'existence d'un centre météorologique de pointe, l'un des plus modernes dans notre sous-région. La première pierre de cette infrastructure avait été posée le 20 juin 2024, en même temps que le premier panneau de la centrale solaire de notre service météorologique national. Ces réalisations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'un partenariat fructueux entre le gouvernement du Mali, le groupe de la Banque mondiale, les fonds verts pour le climat et toutes les parties prenantes engagées dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Nous avons mobilisé un montant de 504 652 606 francs CFA dans le cadre du projet de renforcement de la résilience climatique au Mali, Hydromet Mali, pour la construction du centre moderne de calcul et de prévision météorologique. Les bâtiments érigés en R+1 sur une surface de 1001,700 m² comprend au rez-de-chaussée un hall d'entrée, un centre de prévision, une salle d'archives, une bibliothèque, une salle de repos, un bureau équipé,
un bloc de toilettes. À l'étage, un centre de calcul, un studio d'enregistrement du bulletin météorologique, une salle de maquillage, un bureau équipé, une salle d'archives, une salle de réunion, une salle serveur et un bloc de toilettes. Le projet Hydromètre Mali a également investi 405 865 000 francs CFA pour la mise en place d'une centrale solaire de 220 kW. Crète. La directrice générale de Mali Météo a profité de cette cérémonie pour offrir 100 kits solaires à des mères d'enfants scolarisés à faible revenu et 100 autres aux pupilles de la nation. Nous sommes déjà dans la commémoration de la Journée mondiale de la météo prévue le 23 mars. Le programme Wascal est un programme qui s'intéresse au changement climatique et à l'agriculture. Le directeur exécutif de ce programme, qui regroupe 12 pays dont le nôtre, est en visite à Bamako. Pendant cette visite, il a eu une séance de travail avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les acquis du programme, les difficultés et les nouvelles orientations ont été abordés. Plus de détails avec Batraoré. Le Mali est membre du programme Wascal, qui est un programme doctorant sur les changements climatiques et l'agriculture. Il est exécuté par l'Université des sciences techniques et technologiques à travers l'IPR-ISFRA. Les responsables de cette organisation sont en visite au Mali pour échanger sur les acquis et les difficultés du programme en vue d'assurer sa bonne exécution. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons rencontré un ministre qui connaît très bien notre institution et qui connaît bien les acquis, qui connaît les défis de notre institution. Et comme vous le savez, Wascal a 3 piliers: le renforcement des capacités, la recherche et les services climatiques. Et monsieur le ministre nous a prodigué beaucoup de conseils et nous repartons très ravis. Le programme Wascal s'appuie sur 17 programmes relatifs au renforcement des capacités et à la recherche en collaboration avec les services climatiques des pays membres. Le Mali, qui a adhéré au programme avec un léger retard, présente déjà un bilan positif. C'est donc 3 promotions. Nous avons eu 26 diplômés. Les 3 promotions font 31 doctorants en tout. Et donc sur les 31 doctorants, nous avons pu former 26 doctorants qui ont eu leur diplôme. Les différents responsables ont fait un exposé complet sur le programme, ses acquis et ses difficultés devant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les pays de l'AES et Mali, nous demeurons engagés dans le cadre de notre appartenance à cette organisation et mettrons tout en œuvre pour que les défis que vous avez évoqués tout à l'heure puissent être surmontés ensemble. Et nous continuerons à travailler pour que l'organisation puisse avoir davantage de résultats. Nous sollicitons encore à nouveau davantage d'engagement de Wascal au Mali pour que plus de jeunes puissent être formés. Le programme Wascal, dont le siège est à Accra au Ghana, regroupe 12 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Mali. Son objectif principal est de lutter contre le changement climatique et d'améliorer les moyens de subsistance. Sur un tout autre plan, le président de l'Alliance malitanien était dans la commune de Bossofala, dans le cercle de Néguéla, région de Koulikoro, pour parler du fonds de soutien. Aliou Abdoulaye Touré. Élargir la sensibilisation aux populations de base sur l'importance du prélèvement de la taxe, c'est l'objectif du déplacement de l'Alliance malitanienne dans les cercles de Néguéla. Au cours de cette rencontre, le président de l'Alliance a fait savoir que ces prélèvements participent à la construction du pays et au soutien à l'effort de guerre. À l'issue des échanges, les participants ont exprimé leur engagement à adhérer au prélèvement de la taxe décidé par les autorités. Toutefois, il s'interroge sur les modalités de gestion des fonds. À Néguéla, j'ai trouvé que la population est engagée pour apporter leur soutien aux autorités de la transition dans le cadre de ce soutien, dans le cadre de ce fonds de soutien. Donc on peut saluer que l'Alliance malitanienne, pour son dévouement à la tâche, d'une manière générale aussi, nous avons constaté une adhésion de nos populations à l'initiative. Comme l'a dit M. Sangaré, il fallait juste une explication claire sur le texte, aussi expliquer aux gens clairement quelle est la destination des fonds. Je pense que les gens ayant compris cela, ils ont
totalement adhéré à la cause. Ces actions de sensibilisation de l'Alliance Mali-Tagné s'inscrivent dans une dynamique de promotion de la culture et de la citoyenneté à travers l'engagement citoyen. À Koulikoro, les services techniques régionaux ont rencontré les forces vives de la région pour mieux expliquer les avantages du fonds de soutien. Et à Bandiagara, c'est le gouverneur qui a sensibilisé les légitimités traditionnelles et religieuses sur ce fonds. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Bandiagara, Agibou Koulibaly. Selon l'ancien président du Mali, le feu général Moussa Traoré, l'aide la plus noble et la plus utile est celle qui provient de soi-même. Fin de citation. Les forces vives de la région de Koulikoro ont fait la leur cette maxime en acceptant le prélèvement des taxes sur l'accès au réseau de communication ouvert au public pour la mise en place du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social, une initiative du gouvernement. Ces taxations surviennent suite à la mission des plus autorités de la transition de renforcer un certain nombre de secteurs vitaux tels que l'énergie, les infrastructures routières, l'eau, l'assainissement, la santé et autres. Le bien fondé de la mesure a été expliqué aux participants par les responsables des sociétés de télécommunications et ceux des services financiers de la région. Puisque, comme vous le savez, nous avons des esprits négatifs, pratiquement creux, alors qu'ils disent des faux messages pour distraire le peuple. Donc il nous fallait prendre ces dispositions pour mettre fin à ces velléités-là. C'est très important. Les différents acteurs, que ce soit les responsables des agences téléphoniques, tout comme les régionaux des impôts et puis du Trésor, de l'énergie et puis de l'EDEM, ont bien expliqué et je pense que les gens ont bien compris. Aucun pays ne pourra amorcer son développement véritable sans des sacrifices consentis par ses citoyens. Nous avons beaucoup tardé pour une telle initiative salvatrice. Quand on veut sa souveraineté, il faut se démarquer de l'autre, qui t'impose des choses qui sont contraires à ton éthique et à ta dignité. Nous comprenons à juste titre que cette taxe permettra au Mali à s'autofinancer pour des projets d'envergure de développement. Nous a vraiment édifié, nous les femmes de la région de Koulikoro. Sommes d'accord avec cette taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au public pour la mise en place d'un fonds de soutien. Il ressort des exposés que cette taxation pourrait rapporter aux caisses du Trésor public 12 milliards 800 millions de francs CFA en espace de 2 à 3 mois, ce qui est une source de motivation pour les Koulikourawa d'adhérer à l'idée. Personne ne viendra construire notre pays à notre place. Je dirais que le gouvernement a tardé pour des mesures pareilles. Nous devons tous contribuer à l'effort de développement, gage de notre souveraineté au plan national et international. Il faut qu'on se sacrifie pour les générations à venir. Nous qui avons eu la chance de voyager dans les pays dits développés, nous sommes témoins des sacrifices consentis par les citoyens de ces pays. Les opérations d'achat dans les supermarchés sont toutes taxées. Dans ces pays, les gens contribuent beaucoup pour renflouer les caisses de l'État. Donc il va de soi que les travailleurs acceptent cette taxe. Cette rencontre a été également mise à profit pour édifier les forces vives sur les difficultés de la desserte de Koulikoro en électricité et les mesures d'atténuation en cours. Face aux représentants des autorités locales, le gouverneur a insisté sur le caractère civique et stratégique de la taxation des recharges téléphoniques et des transferts monétaires. Selon lui, cette mesure voulue par les plus hautes autorités vise à renforcer l'indépendance économique du pays et à financer son développement socio-économique. Nous avons expliqué le bien fondé de ces taxes. Nous avons montré les résultats déjà obtenus au niveau énergétique. Nous avons expliqué que c'est un acte de patriotisme que de contribuer en tout cas au développement dans tous les aspects de son pays. Je vais vous dire que nous avons rencontré une véritable adhésion. Nous sommes en zone d'insécurité et nos populations sont plus aptes à comprendre que la sécurité a un coût. Si cette taxe est relevée pour développer le pays et pour développer pour notre intérêt du côté militaire, l'insécurité, il n'y a pas de problème. Le pays veut le développement de tout un Malien, Malienne, le développement personnel de tout le monde. Donc si c'est nous qui vont payer, qui va payer si ce n'est pas nous? Personnellement, je suis très très satisfait et j'ai bien entendu son message et je l'exécuterai comme il. En droit des fidèles musulmans,
Selon nous les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique, l'amour de son pays fait partie de la croyance. Donc toute personne qui croit en Dieu doit aimer son pays. On nous a parlé surtout des taxes. Ces taxes-là, il y en a qui ne comprennent pas. Si aujourd'hui moi je me permets d'aller enseigner, c'est parce que je me sens en sécurité. Si aujourd'hui je vais dans mon champ, c'est parce que je me sens en sécurité. Un chauffeur qui prend des passagers pour aller à une foire, c'est parce qu'il se sent en sécurité. Sinon, s'il n'y a pas de sécurité, chacun reste chez soi, dans sa maison, et on va bouffer. Et bien alors les réserves, et quand les réserves vont finir, qu'est-ce qu'on va faire? Enlever 100 francs, 200 francs, moi je pense que c'est seulement, on n'a pas eu à sensibiliser cette population. Donc nous, en tant que chefs, nous devrons tenir des assemblées au niveau de l'ensemble des villages, des quartiers et même les radios pour expliquer ce qu'on doit faire. À l'issue de cette rencontre, les autorités traditionnelles et religieuses ont salué cette démarche de dialogue et ont réaffirmé leur soutien aux décisions prises. Toujours à Bandiangara, le gouverneur a pris certaines mesures dans le cadre de la sécurisation de la ville. Nous pouvons noter l'interdiction d'entrée des camions-citernes de ravitaillement de carburant. Écoutons le colonel-major Olivier Djassana au micro de Agibou Koulibaly et Mahamadi Sidibé. Nous avons constaté depuis plusieurs mois que plus de environ 300 citernes en 4 mois sont entrées dans notre région, avec le pic dans le cercle de Koro. Nous avons donc compris qu'il faut étudier le phénomène et comprendre. Voilà, nous avons été amenés à comprendre que les terroristes sont servis à partir de ces carburants. Nous avons, ensemble avec les autorités militaires, décidé de mettre fin à cette pléthore, à ce trafic qui ne dit pas son nom. Et nous avons expliqué en tout cas nos légitimités traditionnelles, le bien fondé également de cette mesure, et nos légitimités également ont adhéré et vont expliquer à la population. C'est le lieu pour moi de lancer un message aux propriétaires des stations qui sont dans les enchères, qui font de la rétention de marchandises pour pouvoir vendre cher. Nous leur mettons en garde que l'État a fixé le prix du litre et que tout contrevenant à cela, en tout cas, se verra appliquer la loi dans toute sa rigueur. Chrétiens et musulmans prient pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Une grande lecture de Coran et de Bible a été organisée par le collectif des regroupements et associations de femmes. Pour la première fois, les femmes des deux confessions, musulmanes et chrétiennes, ont prié ensemble pour un Mali réconcilié. Le compte-rendu de Maïmouna Guindo et Sidi Modibo Dambélé. Vêtues de boubou blanc, Coran et Bible en main, elles murmurent les textes sacrés à voix basse. À l'unisson, elles récitent les versets du Saint-Coran et ceux de la Bible. Rassemblés sous une tente, des fidèles venus de tous les horizons participent à la lecture collective des livres saints, unissant leurs prières pour la paix et la stabilité au Mali. Voulant fêter autrement le 8 mars, le collectif des groupements et associations de femmes engagées pour la cohésion sociale a organisé cet événement pour mettre l'accent sur l'importance de la paix, du pardon et de l'unité nationale. Nous rendrons grâce au Tout-Puissant ce matin de nous avoir réunis ici pour la lecture du Saint-Coran et aussi avec nos sœurs chrétiennes qui ont fait des invocations et des prières aussi avec leurs livres saints. Et tout ceci pour notre cher pays, le Mali. Je pense que c'est une première que des femmes se réunissent pour lire le Coran pour notre pays, pour la paix, la cohésion et la stabilité. Nous sommes les premières qui sommes victimes de tout ce qui peut se passer de mal dans ce pays, mais je reste convaincue que nous sommes aussi les seuls qui pouvons prévenir tout mal et tout danger à notre cher pays. Alors que le Mali traverse une période difficile depuis une dizaine d'années, ce rassemblement de musulmans et chrétiens est perçu comme un message d'espoir. Vraiment, on est à un moment très critique de notre histoire. Donc, il faut prier vraiment pour que le Malien soit ensemble. Nous demandons au Tout-Puissant de venir en aide aux Maliens et aux Maliennes pour que la paix puisse s'instaurer dans le Mali totalement comme Dieu lui-même le voudra. C'est dans l'union que nous avons la force. Que Dieu permette que les femmes se donnent la main pour travailler ensemble, pour collaborer ensemble.
Bien plus qu'un simple rituel religieux, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ont apprécié cette communion religieuse et trouvent que c'est un moyen de renforcer la fraternité entre les citoyens. C'est ça notre travail de tous les jours, notre ministère. C'est de faire en sorte qu'il y ait une réunification, il y ait une unité, il y ait une union entre toutes les religions du Mali. La femme est par nature un être sociable et spirituel. Ainsi, la grande mobilisation des croyantes et croyants ce matin prouve à suffisance que le sacrifice suprême pour son pays est aussi un acte de foi. L'événement était empreint de sérénité et de recueillement avec des invocations collectives pour la paix et la prospérité au Mali. Une remise de dons a été faite en faveur des associations de femmes. Et que Dieu exauce les prières. Sungalo Solidarité, on en parle ce soir également sur le terrain de Fassambougou à Djikoroni-Para. Les ministres chargés de la communication et de l'assainissement ont rompu le jeûne avec la population de la commune 4, un moment d'échange de partage. Et à Katimali-Bougou, le ministre de la Défense et des anciens combattants et celui de la Justice et des droits de l'homme y étaient pour rompre le jeûne avec les Katois. Suivant le reportage de nos différents reporters, Awa Adaman Koulibaly et Ibrahim Kaoukonate. Depuis le premier jour du jeûne musulman, c'est au minimum 300 plats distribués chaque jour sur ce terrain de foot. L'un des 3 sites retenus pour l'opération Sungalo Solidarité en commune 4 du district de Bamako. Chaque jour, nous avons par site 300 plats. 300 plats 3 fois, ça fait 900 plats par jour. Et ça, c'est d'ailleurs une estimation. Sinon, socialement, ça va au-delà de ça. Un soutien, j'allais dire un espoir pour les riverains qui sont nombreux à dormir le ventre creux. Parce que adamaden dɔw bɛ yen u bɛ sun tigɛ ni ji de dumuni t'u bolo a bɛɛ bɛ na sun tigɛ yan nɔ giribuw bɛ na sun tigɛ yan dɛsɛbagatɔw bɛ na sun tigɛ yan a diyara an ye fo ka taa fɔ k'a diyara an ye. Autour d'une même table, sur les mêmes nattes de prière, le temps d'un iftar entre autorités et population. Cette communion des cœurs et des esprits résume l'objectif recherché par cette opération. Nous sommes venus pour vraiment magnifier la solidarité du gouvernement à travers le peuple malien, à travers le peuple musulman, dans la cohésion et dans la plus grande entente. Cette rupture collective s'est tenue le 21e jour du mois de Ramadan, un acte qui se poursuit jusqu'à l'apparition de la lune marquant le début de l'Aïd al-Fitr. C'est dans une atmosphère de convivialité que le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, et le garde des Sceaux Mamadou Kassogué ont rompu le jeûne avec les fidèles de Katimali-Bougou. Cette action du gouvernement de la transition envers la population s'inscrit dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité. Nous avons constaté que l'esprit de ce mois béni est bien vivant au sein de la population. Lorsqu'un peuple est uni et solidaire, comme les Maliens le sont aujourd'hui, Allah lui-même apporte son appui et donne de la force à tout ce qu'il entreprend. J'implore donc le Tout-Puissant d'exaucer les prières qui ont été faites ici et ailleurs pour le retour de la paix. C'est un moment de fraternité et d'unité. Ce moment a permis aux autorités d'être plus proches des citoyens. Dans le cadre de la solidarité, qui est une valeur ancestrale au Mali. Et dans les principes religieux, donc la générosité, le partage, l'entraide sont des valeurs que nous avons en commun et des valeurs que nous devons perpétuer dans tout ce que nous faisons. Ce geste de solidarité a été hautement salué par les forces vives de Katimali-Bougou. La jeunesse de Kati est vraiment émue aujourd'hui et nous apprécions ces gestes-là, sa juste valeur. Si les autorités acceptent de venir vers le peuple et partager ces moments avec nous, ça ne fait que nous réconforter. La population est satisfaite, elle est heureuse d'être en contact avec leur ministre, de partager un repas vraiment malien. C'est ça le Mali aussi. Ce moment de spiritualité, de convivialité a été non seulement l'occasion de renforcer les liens, mais aussi de célébrer les valeurs de solidarité.
Et je le disais dans les titres, sortie de la 3e promotion des officiers stagiaires de cours des futurs commandants d'unité CFQ de l'école d'application de perfectionnement de Koulikoro. Pendant 5 mois, ces officiers stagiaires venus du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont été dotés de connaissances nécessaires leur permettant de jouer pleinement leur partition dans la chaîne de commandement militaire. Ils sont au total 96 officiers, dont 2 personnels féminins. Reportage Ousmane Kouita. Ils sont 96 officiers stagiaires, dont 2 personnels féminins qui composent la 3e promotion du cours des futurs commandants d'unité d'application et de perfectionnement des officiers au centre d'instruction Bakar Sadassi de Koulikoro à recevoir leur brevet et attestation après 5 mois de transformation à Koulikoro. Ces officiers, issus des diverses composantes des forces armées maliennes, burkinabées et nigériennes, ont suivi un programme intense couvrant la tactique, la topographie, l'armement, la pédagogie, le leadership, des tirs aux armes légères d'infanterie et aux mortiers. Ces 96 stagiaires seront bientôt appelés à mettre en application les connaissances acquises dans le cadre de la contre-insurrection, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la maîtrise de la violence, la sécurisation et l'assistance aux populations. Le lieutenant Asman Abdul Majid du Niger, spécialité infanterie, est sorti majeur de cette promotion avec une moyenne de 17,10. Ces résultats forts encourageants sont un symbole fort de la montée en puissance des forces armées et de sécurité des pays de l'AES. Cette promotion est une promotion AES parce que en son sein, nous avons nos officiers venant du Niger et de Burkina Faso. Et aujourd'hui, dans le cadre d'une force en coalition, nous sommes en train de mener des opérations le long des 3 frontières et ça donne de très bons résultats. Donc à nos futurs commandants de compagnie qui se mettent dans la bonne dynamique, et je suis convaincu que la vision de l'opération va changer avec la sortie de ces commandants de compagnie et qui vont commander à des sous-lieutenants dont nous venons juste de finir la formation il y a de cela 2 semaines. La revue des troupes, la remise des diplômes et d'insignes aux stagiaires et les défilés militaires ont constitué l'essentiel de cette sortie de la 3e promotion du code d'application et de perfectionnement à Koulikoro. Et le gouverneur de la région de Kita a visité le chantier de nouveau camp militaire de Kita. Les travaux sont exécutés à 95%. De Kita, Mahamadi Aliou Bari. À travers cette visite de chantier du gouverneur de la région de Kita au nouveau camp militaire de Founia, le chef de l'exécutif régional veut s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du camp. De la compagnie au bataillon en passant par les dortoirs des hommes, le foyer du soldat et l'infirmerie entre autres, tout est fin prêt. Bon, à mon niveau, moi je pense que les travaux sont vers la fin. Je pourrais même dire qu'on est à 94-95%. Il y a juste des petits retouches pour pouvoir... D'ici 1 mois, je pense qu'on pourrait vous rendre carrément le camp militaire de Kita. Au sortir de sa visite au camp militaire de Founia, le chef de l'exécutif régional s'est réjoui de la qualité de l'ouvrage réalisé et du taux d'avancement des travaux. D'abord, un sentiment de satisfaction. Presque 13 mois que nous n'avons pas visité cet endroit et nous avons eu l'agréable surprise de trouver que les travaux sont réalisés à un niveau de 94% et avec une qualité très appréciable en matière d'infrastructure. Pour nous, ce que nous demandons à l'entreprise, c'est de terminer dans les délais convenus, c'est-à-dire très rapidement, afin que dans les mois à venir, le camp militaire de Kita soit une réalité, donc équipé d'hommes et de matériel capables de gérer les questions sécuritaires pour toute la région. Cette visite du gouverneur et la collaboration avec les autorités locales démontrent l'engagement continu des forces armées maliennes dans la sécurisation de la région de Kita et leur volonté de travailler en étroite collaboration avec la population pour assurer la stabilité et la sécurité dans la région. Une autre visite, celle effectuée par le représentant résident du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali, HCR, à Gao. Occasion pour lui de prendre contact avec les autorités régionales, les membres de son service sur le terrain et les réfugiés déplacés de la cité de Nata. Il a aussi remis des équipements de bureau au gouvernorat de Gao avant de visiter, de faire un tour à ORTM Gao. Le point avec Aliou Idrissa Maïga. Dès son arrivée à Gao, le représentant résident du HCR au Mali est allé à la rencontre des autorités régionales. Après les échanges,
le chef du HCR a remis un important lot d'équipements de dernière génération composé de tables de bureau luxe, des chaises de bureau demi-ministre, un ordinateur portable et une imprimante multifonction au gouvernorat de Gao. En tant que représentant, le gouverneur de Gao est une personne qui s'engage de manière personnelle pour le bien-être des populations. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes venus assister le gouverneur en matériel didactique, en matériel informatique et en matériel de tout genre pour permettre à ces autorités qui travaillent auprès de ces personnes qui sont dans la détresse de pouvoir continuer à donner du meilleur d'eux-mêmes. Ces outils vont beaucoup nous aider à pousser l'administration auprès des administrés. Donc je ne fais que les remercier et le HR n'est pas à son premier coup. Vous voyez les Kanata, quelques jours on était là-bas, c'est l'œuvre du HR de ses partenaires et les gestes qu'ils ont fait aussi à nos côtés pendant la grande inondation de l'année passée. Ce passage à Gao a été mis à profit par Mohamed Askia Touré pour visiter la cité Nata qui accueille les réfugiés et personnes déplacées. Le moment était opportun aussi pour visiter le périmètre maraîcher du village de Bagoundié réalisé par l'UNHCR en partenariat avec l'ONG Stop Sahel au bénéfice des réfugiés et déplacés. Le cri de cœur du directeur de l'ORTM Gao a été également entendu au plus haut niveau du HCR, d'où cette visite du responsable national à la station régionale. À chaque fois que nous avons eu des activités ici dans la région de Gao, l'ORTM a toujours été présente à nos côtés. En venant visiter les locaux aujourd'hui, je me rends compte que c'est sur des prouesses. Au-delà de l'assistance que l'on donne aux gouverneurs, à l'assistance aux autorités déconcentrées, décentralisées, voir dans quelle mesure nous aussi on peut aider l'ORTM. Auparavant, le patron du HCR a eu droit à une visite guidée de l'installation d'un système solaire de 250 panneaux à l'antenne régionale du HCR Gao pour faire face aux problèmes d'électricité. 12e session du conseil d'administration de l'Institut national d'ingénierie et de formation professionnelle. Elle est dédiée à l'évaluation des réalisations de l'année 2024 et à la projection des activités pour 2025. Un reportage à Inaba. Cette 12e session se tient dans un contexte où l'Institut national d'ingénierie de la formation professionnelle, INIFORP, doit relever plusieurs défis, notamment l'amélioration de sa gouvernance financière et institutionnelle. Au cours de la rencontre, ce point et d'autres consignés dans le rapport d'activité de 2024 et le point des recommandations de la 11e session vont être examinés par les administrateurs. Déjà, malgré les difficultés, l'Institut a atteint les résultats encourageants dans le domaine de l'ingénierie pour le développement de la formation professionnelle dans notre pays. En 2024, des avancées notables ont été réalisées dans le développement d'outils pédagogiques et le renforcement des capacités des acteurs de la formation professionnelle. Toutefois, des défis majeurs subsistent, nécessitant une réorientation stratégique pour assurer la viabilité et l'efficacité de l'INIFORP. Le département de l'entrepreneuriat national ne cesse de développer des stratégies pour faire de la formation professionnelle un levier essentiel pour la qualification des ressources humaines et la lutte contre le chômage. Je tiens à insister sur la nécessité pour l'Institut d'être plus entreprenant dans la génération des ressources propres. Pour ce faire, plusieurs axes doivent être privilégiés. Développement des services d'ingénierie, de formation pour les entreprises, diagnostic RH, plan de formation. Renforcement des actions de prospection auprès des collectivités, organisations professionnelles et entreprises privées. Participation active aux appels à manifestation d'intérêt pour mobiliser davantage de financement. Créé en 2013, l'UNIFORP a pour mission d'assurer la recherche, l'appui conseil et l'expertise en matière d'ingénierie de formation professionnelle.
Aussi, 13e session du conseil d'administration de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, l'examen et l'adoption du plan d'action 2025, l'examen et l'adoption du projet de délibération fixant les principes de digitalisation des moyens de paiement des ressources financières des facultés et instituts étaient à l'ordre du jour. Le budget au titre de l'année 2025 se chiffre à plus de 7 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de Djemba Moussa Konaté. En 2024, l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, USSGB, a démarré les travaux de construction des amphis de 800 et 500 places à la faculté des sciences économiques et de gestion. Conclu avec l'État, l'accord pour la réhabilitation de la faculté d'histoire et de géographie. L'USSGB a également réhabilité de nouvelles offres de formation, entre autres. Malgré ces résultats probants, certaines difficultés demeurent. L'insuffisance d'anciens chercheurs des cadres administratifs et techniques, la baisse des ressources propres qui servent à financer une très grande partie des activités de plan d'action, notamment pour les structures. Les revendications corporatistes des enseignants et des cadres administratifs entraînant de nombreuses grèves. Les retards dans le déroulement normal des années académiques entraînant également les chevauchements de promotion, le sous-financement des activités de recherche. Pour mettre en œuvre toutes ces priorités, l'ISSGB a élaboré un plan d'action dont les budgets s'élèvent à 7 milliards 669 millions 5 000 francs CFA. Pour atteindre les objectifs au titre de 2025, la structure entend poursuivre le suivi des travaux de construction de nouvelles infrastructures, recruter et former des anciens chercheurs, apaiser le front social. Les objectifs que vous proposez d'atteindre sont très pertinents en ce qui concerne l'année à venir dans laquelle nous sommes déjà, 2025. Cependant, comme vous l'avez vous-même constaté, les défis sont énormes, jalonnés de nombreuses contraintes, et vous avez vous-même décliné la solution qui commence par compter sur vos propres forces. Pour le nouveau recteur de l'USSGB, Dr Mamadou Koumaré, la mobilisation, la gestion et l'optimisation de l'utilisation des ressources au titre de 2025 exigeront de nombreux sacrifices de la part de toute l'équipe. Le Palais de la Culture, Amadou Hampâté-Bâ, a tenu la 28e session de son conseil d'administration. Cette session a été placée sous le signe de la redynamisation. Reportage Ibrahim Kaoukounate et Adama Traoré. Cette 28e session du conseil d'administration du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ a été un moment pour les administrateurs de réfléchir sur les activités réalisées et les innovations à venir. Ils se sont penchés sur le compte rendu de la 27e session, les rapports d'activité et financiers 2024 et le budget de 2025. La présente session se tient dans un contexte socio-économique et géopolitique particulièrement difficile de l'histoire de notre pays. Fort heureusement, l'année 2025, qui fut dédiée à la culture, augure des lendemains meilleurs et marque de façon significative la refondation d'un État souverain et libre. Au cours de l'exercice écoulé, le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ n'a pas pu atteindre les résultats escomptés. Le budget 2025 a connu une légère baisse, soit 16,49%. Vous le savez, depuis quelques années, le Mali vit des crises. Le monde entier vit des crises qui a pour conséquence la crise énergétique et sur le plan national la crise sécuritaire. C'est ce qui a diminué la fréquentation du Palais de la Culture. C'est le lieu de saluer la résilience de son personnel à travers la direction générale qui ne ménage aucun effort pour maintenir le cap de l'excellence. Aussi, je voudrais inviter la direction et les formations nationales du Palais de la Culture à s'investir pour la réussite de l'année de la culture au Mali, avec des créations qui pourront marquer l'histoire de la culture malienne. Auparavant, les administrateurs ont félicité Abdoulaye Diombana, ancien directeur du Palais de la Culture, pour sa nomination au cabinet en qualité de conseiller technique.
Et en image à la chaîne 2, à 32 ans, ce 22 mars 2025, elle est devenue une belle jeune dame. Une radio de divertissement, d'éducation, de sensibilisation et surtout d'information. Une occasion pour journalistes, animateurs, techniciens et auditeurs de se retrouver et passer de bons moments de radio. Les temps forts avec Moussa Papaïdara dans nos prochaines éditions. Voilà, la chaîne 2 qui fête ses 32 ans ce 22 mars. Et c'était cet après-midi dans la cour de l'ORTM. Vous aurez le reportage de Moussa Papaïdara dans nos prochaines éditions. Voilà une rupture collective de jeunes. Les 32 ans de la chaîne 2 de l'ORTM. 8 salles de classe, une mosquée, un forage, un don de l'ONG partenaire Nema Développement à l'endroit de la population de Niamana, coût de réalisation en plus de 200 millions de francs CFA. Reportage à Sokona Kamisoko. 2 actes posés, un dénominateur commun, celui de contribuer au développement socio-économique du pays en général et de la commune de Kalabankoro en particulier. En construisant ces 8 salles de classe, une mosquée et ce fourrage, l'ONG IHAHA de Turquie, à travers Nema Développement, répond à l'un des soucis majeurs des autorités scolaires. Nous avons démarché nos partenaires qui sont IHAHA, des partenaires turcs, qui ont accepté de nous construire cet édifice-là. Nous sommes venus intervenir pour embellir ce qui existait déjà et encore nous allons continuer à les appuyer en termes pédagogiques et techniques. Ces 8 salles de classe équipées viennent à renforcer les capacités d'accueil de l'école franco-arabe Cheikh Ibrahima Diarra de Niamana. Quant à la mosquée, elle servira de lieu de culte pour les familles environnantes. Le tout a été financé à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. Les relations entre la Turquie et le Mali s'avancent de jour à jour et s'approfondissent dans divers axes de coopération, dont l'éducation constitue un pilier colossal, vertébral plutôt. La construction du centre flambant neuf témoigne de votre engagement à accompagner le système éducatif malien en offrant aux enfants défavorisés un cadre d'apprentissage approprié en vue de recevoir une formation de qualité. Et c'est aussi une recommandation forte des États généraux de l'éducation qui ont opté pour une éducation inclusive de qualité sur toute l'étendue du territoire. Pour le directeur du centre, la construction de ces 8 salles de classe permettra de booster le taux de scolarisation dans la localité. AIS Actualité, première escale Niger, le général Abdourahmane Tchani a reçu en audience le ministre des Mines du Mali et président du Conseil des ministres de l'Autorité pour le développement intégré de l'État du Liptako-Gourma. La conférence prochaine des chefs d'État de la dite organisation était au centre des échanges. Nadia Mahaman. Soumettre au président du CNSP les documents relatifs à une prochaine réunion, tel est l'objectif de cet entretien entre le président du Conseil des ministres de l'ALG et le chef de l'État en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État de l'autorité pour le développement intégré des États du Liptako-Gourma. Avec la création de la Confédération des États du Sahel, l'ALG apporte toutes les expériences qu'elle a connues et de l'expertise qu'elle détient doit revoir, donc, si vous voulez, sa configuration, doit s'intégrer dans le nouvel ancrage de l'AIS. Et c'est cette décision qui doit être prise par les chefs d'État. Et donc les experts et les ministres avaient travaillé sur le projet de document. Ce sont ces documents que nous sommes venus soumettre à son Excellence le président Abdourahmane Tchani. Et je dois dire que nous sommes très réconfortés par cette audience. Le président du Niger
nous a tendu une oreille très attentive et nous avons compris aussi sa très bonne connaissance justement donc de l'ALG, de son histoire, mais aussi de son rôle au sein donc au niveau donc des 3 États. Le ministre Amadou Keïta a annoncé que la date de cette réunion sera communiquée ultérieurement. Et au Burkina, le ministre en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement a effectué une tournée dans la province de Oué pour constater le niveau d'avancement des travaux des infrastructures hydrauliques en cours de réalisation. Et il ressort que les travaux avancent normalement. Avec ces infrastructures, 40 000 personnes auront accès à l'eau potable d'ici à la fin de l'année. Salam Dabal. Le projet d'amélioration durable et équitable de l'accès à l'eau potable par les systèmes multilocalités à travers une gestion intercommunale dans les régions de la boucle du Moun, des cascades et des hauts bassins est en marche. À Dar Salami, tout comme à Péni, le ministre en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement s'imprègne de l'état d'avancement de la réalisation des ouvrages. C'est un système à multilocalité qui permet à partir de 2 forages, de 2 châteaux et d'une bâche d'irriguer près de 40 000 personnes. Ils ont fait des ouvrages qui sont à plus de 50% et avec les éléments d'explication qu'ils ont donnés, au plus tard, au 31 décembre 2025, l'eau doit couler dans les 18 localités. Cette sortie de terrain se tient en prélude à la journée mondiale de l'eau, une journée célébrée sous le signe d'une protection des ressources en eau, gage d'une sécurité alimentaire et d'une résilience climatique au Burkina Faso. La question alimentaire est liée à la question de l'eau. Si vous ne mobilisez pas l'eau, vous ne pourrez pas produire. Donc nous mettons tout cela ensemble pour que l'eau qui est disponible soit protégée, qu'elle ne soit pas polluée et que les uns et les autres puissent les utiliser. Le chef de l'État a également lancé ce que nous appelons la bataille de l'eau, qui est ressorti clairement dans la déclaration de politique générale de son excellent monsieur le Premier ministre, et cette bataille de l'eau a commencé. D'un coût de 6 milliards de francs CFA, le financement du projet d'amélioration durable et équitable de l'accès à l'eau potable par les systèmes multilocalités à travers une gestion intercommunale dans les régions de la boucle du Moun, des cascades et de hauts bassins est assuré par Danida. À terme, plus de 40 000 personnes auront accès à l'eau potable. Sport dans 20h Week-end et il nous a rejoint Siragatou Sissé. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Khadija, tu connais. Alors après Berkane, les Aigles de Mali sont arrivés ce samedi à Casablanca. Sur place, ils jouent ce lundi contre les Fauves de la Centrafrique. Oui, les Aigles du Mali, le moral au top, ont fait un bon voyage. À leur arrivée, ils ont pris la direction du terrain d'entraînement du Wydad Athletic Club de Casablanca pour un léger décrassage. Le temps de la récupération dans un hôtel luxueux de la place, nous disent nos envoyés spéciaux Fotigui Tunkara et Tchadja Moussa Kamara. Les Aigles effectueront ce dimanche la reconnaissance de la pelouse du stade El Arbi Zaouli de Casablanca. Le match Centrafrique-Mali est prévu le lundi 24 mars à 16h temps universel. Bonne chance aux Aigles. Un mot du classement du groupe 1 après la 5e journée. Après le carton hier 5-0 du Ghana sur le Tchad, les Black Stars du Ghana sont leaders du groupe I avec 12 points, devant Madagascar 10 points, les Comores 9 points, le Mali 8 points, la Centrafrique 4 points et le Tchad 0 points. C'est un groupe serré. À partir de la 6e journée, chaque match est considéré comme une finale pour les Aigles du Mali du sélectionneur Tom Saint-Fit. Également, Siragatou, le président Kounkoun Kanouté a été réélu ce samedi à la tête du district 4 de football. Le président sortant a récolté 22 voix sur 24 et une abstention. Kounkoun Kanouté entame ainsi un second mandat de 4 ans à la tête du district 4 de football de Bamako. Le candidat Abdoulaye Gambi s'est retiré du processus électoral après la vérification des mandats des délégués de sa liste. Les travaux déroulés à la mairie de la commune 4 étaient supervisés par la commission électorale de première instance de la Fédération malienne de football. C'est cette même commission indépendante qui a dirigé tous les scrutins de la FEMOFOOT sur toute l'étendue du territoire national. Merci Siragatou Sissé. Je vous en prie. Notre nation n'est pas un héritage de nos parents, mais un prêt de nos enfants. Par ce proverbe, nos grands-pères mettent en lumière la responsabilité de chaque génération à prendre soin de sa nation pour les générations futures, ensemble pour un Mali uni et plus fort. Et c'est cette citation de nos grands-pères qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau, Dieu voulant. Et bonne fin de soirée à tous.